Bonjour, petit cadeau aujourd'hui pour les habitants du Sud-Ouest, vidéo révélation, la Gascogne viking. Oui, vous avez bien entendu, la Gascogne, un royaume viking indépendant au même titre que la Normandie. Mais comment se fait-il qu'on n'est pas au courant? Sachez que c'est le travail de Monsieur Supéry, dont le livre a été préfacé par Michel Onfray. Donc c'est un travail qui est soutenu par le célèbre philosophe Michel Onfray. Vous voyez que c'est du sérieux. La Gascogne viking, c'est parti. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans. Mais pourquoi en arrive-t-on encore une fois à vous faire une révélation? Bien, il faut savoir que concernant les Vikings et leur histoire, tout a été minimisé, voire même carrément omis, pour ce qui est en tout cas, on va le voir, de la Gascogne. Comment se fait-il? Eh bien tout simplement parce que l'histoire a été écrite par l'Église de Rome, et l'Église de Rome étant totalement impliquée et même étant les adversaires des Vikings, eh bien ils ont souhaité cacher cette honteuse défaite en réalité, car ce fut une guerre menée par l'Empire carolingien, soutenu par l'Église de Rome, contre en réalité le nord de l'Europe qui n'était pas encore soumis à cet empire. Donc en réalité, c'est l'Empire carolingien soutenu par la chrétienté qui a déclenché cette guerre, une guerre coloniale, impériale, de soumission, d'expropriation des hommes libres du nord de l'Europe, de conversion forcée à la nouvelle religion qui venait appuyer ce nouveau système féodal inégalitaire et qui instaurait le servage. Eh bien, ils ont déclenché cette guerre, et la réaction donc, du nord de l'Europe, ça a été ces invasions vikings, qui étaient en fait des invasions militaires. Voilà tout simplement pourquoi on en arrive encore à des révélations. L'expansion de l'Empire carolingien vers le nord de l'Europe est très violente, car les Saxons, les Germains du Nord, ne se laissent pas faire. Cette violence atteint un paroxysme en 782 avec le génocide de Verdun. En effet, Charlemagne fait décapiter 4500 guerriers saxons en une seule nuit, et il fait également déporter 16 000 femmes et enfants. L'autorisation du massacre a été donnée par l'évêque de Lindisfarne. C'est pourquoi, quelques années plus tard, en 793, la première incursion viking se produit à Lindisfarne. En effet, ces vikings veulent venger les Saxons qui sont morts ce jour-là. Et c'est pourquoi ils attaquent cet évêché de Lindisfarne. Ensuite, Charlemagne accentue sa pression contre le nord de l'Europe. Il finit par conquérir la Saxe et lorgne désormais sur le Danemark. Le Danemark du roi Godfred qui fait ériger une muraille, le Danevirke, qui est une muraille donc de protection contre les invasions terrestres. Charlemagne n'en reste pas là. Il accentue la pression en mettant en place un embargo commercial, économique, empêchant tout échange donc entre la Scandinavie et le reste de l'Europe, puisque tout le reste de l'Europe est devenu chrétien, soumis à Rome et à son empire. Par conséquent, c'est également donc la Norvège, la Suède qui sont mis sous pression économique avec cet embargo militaire. Charlemagne fait construire, notamment dans la Seine, dans ses embouchures, des remparts, des châteaux-ponts si vous voulez, pour défendre militairement l'accès aux rivières de la France. Et donc les Vikings sont mis sous pression économique. C'est difficile pour eux donc, de vivre, étant donné qu'ils comptaient depuis des années et des années, depuis même des siècles, sur le commerce maritime, leur activité principale, avec l'Europe plus au sud. Un exemple de cet embargo, en 799, aux embouchures de Noirmoutier, ce sont 115 marchands vikings, donc c'était un convoi purement marchand, pas des guerriers. Ces 115 marchands sont assassinés par des gardes-côtes francs, des militaires francs donc, qui vont tuer des marchands scandinaves. S'ensuit une guerre donc, entre le roi du Danemark Godfred et Charlemagne. Le roi du Danemark attaque la Frise, il reprend des territoires en Frise.
Et puis à la mort du roi Charlemagne et à la mort de Godfred, il va y avoir une petite période d'accalmie. À la mort de Charlemagne, l'Empire est divisé entre les différents héritiers et c'est Pépin Ier qui obtient l'Aquitaine. L'Aquitaine donc qui contient en elle la Gascogne. Néanmoins, l'embargo contre la Scandinavie continue. J'en veux pour preuve en 820 aux embouchures de la Seine. Des commerçants vikings sont une nouvelle fois agressés et massacrés par des soldats francs. Les Scandinaves ne peuvent continuer ainsi. Ils ne peuvent nourrir leurs enfants. C'est pourquoi, et fort heureusement, ils arrivent à négocier avec Pépin Ier d'Aquitaine, qui leur octroie le droit de stationner sur certaines îles et qui commence à commercer avec eux. C'est le chef viking, le roi de mer Ragnar, qui parvient à cet accord qui va permettre à la Scandinavie de survivre. C'est ce qui va permettre cette période d'accalmie en fait où les Vikings vont rester calmes jusqu'en 838. Car à la mort de Pépin, son fils Pépin II est malheureusement déchu. On lui retire l'Aquitaine. Les Vikings sont inquiets. En effet, c'est Charles le Chauve qui doit récupérer l'Aquitaine. Mais dans ce nouveau découpage de 839 au traité de Worms, il y a également Lothaire qui se sent laissé pour compte. Il n'est pas content de ce qu'il reçoit. Rapidement, Lothaire et Pépin II vont s'allier contre Charles le Chauve et Louis le Germanique. Les premières batailles arrivent dès 840. Les Vikings souhaitant prendre le taureau par les cornes, la Gascogne étant vitale pour eux et sachant que de toute façon Charles le Chauve, lui, allait maintenir l'embargo, ils n'ont d'autre choix que d'attaquer l'Aquitaine. Cette attaque, qui fut omise par les chroniques chrétiennes, est tout de même reportée dans certains documents qui ont fait polémique, notamment une charte à Mont-de-Marsan. Cette attaque est menée par 4 des plus grands rois des mers, avec bien sûr Ragnar, son fils Björn, Asgir, qui est le frère juré de Ragnar et qui a élevé Björn, et enfin Hastin, qui est le frère juré de Björn. Les troupes vikings installées de part et d'autre de l'embouchure de la Gironde et dans le Médoc lancent une attaque contre Bordeaux qui échoue. Mais ils repartent de Mimizan sur la côte et s'emparent de Lapourdan, c'est-à-dire Bayonne, puis de Dax. Les troupes investissent le piémont pyrénéen, s'emparant de l'Escar, Oloron, Tarbes, Saint-Bertrand de Comminges et Saint-Lizier en Ariège, à 200 km de l'océan. Une armée venue de Mimizan s'empare de Baza et se déploie dans la plaine landaise. Renforcée par les troupes arrivées du Médoc, l'armée investit les collines du Gers, s'emparant de Sos, Aire, Lectoure, Auch, Auze et enfin Mont-de-Marsan, qui semble avoir été la bataille finale. La présence de Björn est même signalée aux confins de la région de Perpignan, au cap Béar. Cela va être la bataille de Fontenoy, une bataille où Pépin, allié à Guillaume de Septimanie et à Lothaire, vont affronter Charles le Chauve et Louis le Germanique. Cette bataille va être un véritable massacre. Il n'y aura pas vraiment de gagnants, mais beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Il en résultera tout de même 2 ans plus tard, en 843, les accords de Verdun, dans lesquels, encore une fois, Pépin d'Aquitaine va être floué. En effet, si Lothaire est satisfait de ce traité qu'il signe avec Charles le Chauve, il trahit Pépin, qu'il laisse tomber, puisque Pépin ne reçoit absolument aucun territoire. C'est Charles le Chauve qui reçoit l'Aquitaine. Face à cela, Pépin va donc s'allier avec Guillaume de Septimanie pour essayer de défendre l'Aquitaine que Charles le Chauve va venir chercher par la force en 844. Le combat s'engage bien pour Charles le Chauve quand tout à coup, les Vikings remontent la Garonne avec une puissance phénoménale. Ils ravagent tout. Lorsqu'ils remontent la Garonne, ces Vikings, ils remontent également à pied sur la rive gauche. Ce sont des soldats à pied qui accompagnent les navires.
et ils vont faire une démonstration de force jusqu'à Toulouse. Et l'arrivée des Vikings va faire paniquer Charles le Chauve, car les Vikings, sachant très bien qu'une Aquitaine appartenant à Charles le Chauve, ça veut dire un embargo économique, il est évident que les Vikings se seraient mis du côté de Pépin et de Guillaume de Septimanie. Par conséquent, Charles le Chauve prend la fuite. Les Vikings proposent une alliance à Pépin et à Guillaume de Septimanie. Elle est refusée. En 845, Asgir et Bjorn prennent Saintes et Royan, alors que Ragnar, lui, va s'occuper de Paris. En 846, Pépin finit par être reconnu roi d'Aquitaine. Mais en 847, les Vikings assiègent Bordeaux et finissent par prendre la capitale de l'Aquitaine. Les autres comtes d'Aquitaine n'étant pas satisfaits de Pépin, ils reconnaissent à nouveau Charles le Chauve comme légitime roi d'Aquitaine. En 848, Pépin n'a plus d'autre choix que de s'allier avec les Vikings. Cet accord avec Pépin va permettre aux Vikings d'être plus sereins en Gascogne et ils vont alors produire une quantité énorme de navires de guerre. Ils préparent une attaque décisive. C'est en 856 que Bjorn hiverne sur la Seine. Il faut savoir que normalement les attaques ont lieu au printemps ou en été. Et là, Bjorn hiverne sur la Seine, mais avec une armée phénoménale. Il a 200 dracars et il est accompagné de l'armée viking qui vient du Cotentin, l'armée terrestre. Ils vont donc remonter la Seine accompagnés de cette infanterie. Et c'est donc le 28 décembre 856 que Bjorn assiège Paris. Paris est à l'agonie. Paris va perdre. Charles le Chauve subit d'autres attaques. Car oui, les frères jurés de Bjorn sont également à la besogne. Hastin, lui, remonte la Loire où il dévaste Tours et Blois. Alors que Pépin et Asgir, désormais alliés, attaquent Poitiers. Mais ce n'est pas tout, les Danois Godfrid et Sidric, quant à eux, attaquent la Frise. Le royaume de Charles le Chauve est à l'agonie. On ne sait pas comment il a fait pour s'en sortir. En effet, les Vikings laminent totalement le royaume de Charles le Chauve. Comment se fait-il que Charles le Chauve en est ressorti indemne et a pu garder la ville de Paris? Les annales chrétiennes nous parlent d'un miracle. Ils nous disent que Bjorn a été se recueillir dans les mains de Charles le Chauve. En gros, les annales chrétiennes nous disent que Bjorn serait allé se soumettre. C'est totalement incohérent et impossible. Comment imaginer que le fils de Ragnar, qui 11 ans plus tôt avait lui aussi assiégé Paris, et Ragnar était reparti avec une somme d'argent colossale, son fils évidemment dans une position de force encore plus grande, puisque ses alliés sur les autres points du royaume avaient également été victorieux, Bjorn n'a pas pu repartir sans contrepartie. Or, les caisses étaient vides. Le royaume de Charles le Chauve n'avait plus de revenus. Et par conséquent, la seule chose que Bjorn a pu recevoir en contrepartie de cet accord, c'est un territoire. Et ce territoire, c'est la Gascogne. Quoi de plus logique, puisque Asgir et Bjorn dominent la région Gascogne depuis déjà 18 ans. Qui plus est, ils avaient désormais un allié avec Pépin. La Gascogne sera un territoire viking indépendant. Ils vont remettre l'Assemblée des hommes libres au goût du jour, fini les lois du servage. On peut voir que ces 4 grands rois des mers vikings, à savoir Ragnar, Asgir, Bjorn et Hastin, ont donné leur nom à 4 des plus grandes villes gascognes, Royan, Osgore, Bayonne et Ostens, tiennent leur nom en l'honneur de ces hommes. Si on n'entend pas parler de la Gascogne viking dans les chroniques chrétiennes, c'est aussi parce que ces chroniques étaient écrites par des évêques. Or, depuis la grande invasion de 840, il n'y avait plus d'évêques en Gascogne. En effet, les Vikings avaient fait le ménage, car ils savaient que le pouvoir politique appartenait aux évêques. Ils savaient que la structure
du pouvoir aussi bien temporel, c'est-à-dire politique, que le pouvoir religieux, revenait dans les mains de l'Église. En effet, depuis le pseudo-démantèlement de l'Empire romain, qui n'en fut pas un, en réalité, tous les hauts fonctionnaires romains qui dirigeaient une province, qui avaient le droit de lever l'impôt sur une province, ces hauts fonctionnaires, en fait, ne sont pas partis. Ils sont devenus évêques. C'est-à-dire que toute la structure administrative romaine s'est transformée en église. Et donc, tous les hauts fonctionnaires sont devenus évêques et au lieu de prélever l'impôt, ils ont prélevé la dîme. Donc, quand les Vikings sont arrivés dès 840, ils ont soigneusement éliminé les évêques parce qu'ils avaient déjà l'intention de prendre le pouvoir politique en Gascogne. La Gascogne restera viking et entre les mains des descendants de Bjorn jusqu'en 982, date à laquelle où la défaite de la bataille de Thaler va mettre un terme à la domination viking, mais pas totalement. En fait, ce qui va se produire, c'est que l'Église va être réhabilitée. Le christianisme va revenir à partir de 982. On va remettre des évêques ou un évêque, mais évidemment, l'évêque va oublier de mentionner cette conquête. L'épisode viking aura tout de même duré plus d'un siècle en Gascogne et surtout laissera une trace indélébile, puisque l'Assemblée des hommes libres, qu'on appelle le Thing en fait, cette loi politique d'Assemblée des hommes libres restera en Gascogne, malgré donc le retour du christianisme et des évêques romains. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, de la partager, de mettre un commentaire. N'oubliez pas également que c'est gratuit, donc vous pouvez me soutenir financièrement sur le Tipeee, lien dans la description de la vidéo. Tout comme pour les vidéos concernant les invasions vikings avec plus de détails, elles sont dans la description de la vidéo. Voilà, je vois qu'il y a plein de Gascons fiers d'être vikings qui doivent se dire il a un beau t-shirt normand ancêtre viking. Eh bien sachez que le même t-shirt pour les Gascons est disponible sur le site de mon partenaire dont vous trouverez le lien dans la description. Voilà, donc je voulais dire vive la France des hommes libres, vive les assemblées d'hommes libres, vive la France des Vikings. C'était Oleg de Normandie. N'oubliez pas de vous abonner parce que des vidéos comme ça avec des révélations, eh bien, il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Donc ne manquez rien. Je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Par Odin et vive Bjorn.